Le décès du cardinal et archevêque émérite Christian Toumi a entaché la célébration de la résurrection de Jésus-Christ. Sa disparition à l'âge de 91 ans fait la une de la presse internationale. Ces journaux rappellent principalement son engagement dans la résolution du conflit armé dans les régions anglophones. Son vœu était que les armes se taisent et que la paix revienne dans cette partie du Cameroun. Fervent défenseur du dialogue, engagé pour les droits humains et la lutte contre la corruption, le cardinal Christian Toumi a contribué au développement démocratique du pays. Pour l'ambassade des États-Unis au Cameroun, son héritage en tant qu'artisan de paix constitue une source d'inspiration pour plusieurs générations. Au sein de l'opinion publique nationale, des leaders politiques réagissent. Le chairman du SDF, Ni John Fudi, estime que les Camerounais viennent de perdre l'opportunité de profiter de sa sagesse pour mettre un terme à la crise sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le professeur Maurice Kamto, président national du MRC, reproche à l'aile la plus radicale du régime d'avoir dénigré et discrédité le cardinal Christian Toumi en le présentant à tort comme l'aumônier des opposants ayant l'intention d'accéder à la tête de l'État. Les efforts du cardinal Toumi ont été méprisés, selon Maurice Kamto, par les extrémistes du régime qui ne lui ont jamais permis de rencontrer le chef de l'État malgré sa demande incessante. Fort de cet engagement pacifique du cardinal Christian Toumi, le président du MRC demande au gouvernement de lui rendre un hommage officiel en mettant un terme à la guerre civile inutile que se livrent les Camerounais dans les régions anglophones. Grégoire Oona, secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, salue la mémoire de la personnalité la plus emblématique du clergé. Il s'incline devant la mémoire d'un Camerounais fier de ses racines et engagé dans la paix dans son pays, engagé pour la paix dans son pays et l'épanouissement de ses concitoyens de tous bords. Au lendemain de son décès, des Camerounais, le gouvernement, des acteurs de la société civile et acteurs politiques suivront-ils les traces du cardinal Toumi dans la résolution pacifique des crises multiformes qui secouent la République? Épris de justice, le cardinal Christian Toumi serait certainement affligé en apprenant qu'un homme a lancé l'assaut contre le ministère de la Justice à Yaoundé pour faire entendre sa voix de victime d'injustice dans une affaire entachée de corruption et d'abus présumés. Il a vandalisé les véhicules du ministre de la Justice, a menacé de s'en prendre à sa personne avant d'être interpellé. Cette vive réaction d'un Camerounais intervient après une lettre ouverte d'Amadou Vamulke, ancien directeur général de la CRTV, adressée au ministre de la Justice, une lettre dans laquelle il dénonce 5 ans de détention sans véritable procès et des conditions de détention inhumaines en cette période de crise sanitaire liée au Covid-19. Que devient alors la justice camerounaise à travers ces illustrations de Camerounais confrontés à des goulots d'étranglement dans leurs procédures judiciaires? Au-delà du système judiciaire, il y a le système électoral qui pose problème au Cameroun. Cela amène des leaders politiques à mettre sur pied un secrétariat technique pour l'élaboration d'un système électoral plus transparent et plus crédible. La présence de 3 anciens candidats à l'élection présidentielle de 2018 et d'autres figures politiques peut-elle augurer d'une stratégie de front commun pour faire bouger les lignes? Ces questions brûlantes de l'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau Maître Roland Diehou. Maître Roland Diehou, bonjour. Bonjour Monsieur Noufélé, bonjour aux millions de téléspectateurs de droit de réponse ce dimanche. Je salue mes copanélistes. J'aimerais m'incliner devant la disparition du cardinal Christian Toumi et lui adresser tout mon respect et tous mes hommages. J'aimerais également saisir l'occasion pour avoir une pensée pour tous les combattants de la liberté et particulièrement les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui croupissent encore à ce jour dans diverses prisons du Cameroun, et une pensée particulière pour ceux d'entre ces camarades-là qui, étant détenus en fou, ont récemment été de manière incompréhensible transférés
à Yoko. J'aimerais leur adresser mon soutien et mes mots d'encouragement. Vous êtes secrétaire national du MRC chargé des affaires juridiques et judiciaires. En face de vous, sur le plateau de droit de réponse, est Joseph René Mboutouzé, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Joseph René, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous les copanélistes. En souhaitant joyeux Pâques à tous les chrétiens du Cameroun et du monde, je voudrais par la même circonstance profiter pour adresser mes vives condoléances à la famille du cardinal Christian Toumi et à toute la communauté catholique du Cameroun qui vient de perdre par le Christian cardinal Toumi, un grand prélat camerounais. Sur le plateau de droit de réponse, il est analyste politique, il est parti de Yaoundé pour nous joindre dans cette émission. Aristide Monod, Aristide, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous les co-discutants du jour, bonjour à tous les téléspectateurs de ce programme, en particulier ceux qui sont d'obédience chrétienne qui célèbrent aujourd'hui la résurrection du Christ, une résurrection qui est marquée par la disparition d'un grand prélat, un homme engagé qui est sorti de la path dependency, c'est-à-dire le sentier battu, tracé par des politiques pour ce qui est des hommes d'église, à savoir le système de docilisation ou alors le système d'évolution hors des circuits de décision, c'est-à-dire que l'homme d'église devait rester dans sa posture de celui-là qui distille la parole de Dieu sans toutefois se soucier du social, de l'économie, de la politique. Donc, le cardinal Christian Toumi est sorti de ce canevas et a montré qu'on peut avoir en Afrique et au Cameroun en particulier une autre image de l'Église catholique militante et non moribonde, l'Église catholique qui s'engage, l'Église catholique qui prend position, l'Église catholique qui défend les opprimés, l'Église catholique qui a son mot à dire dans la gestion de l'État. Donc je m'incline devant cette haute personnalité, tout en espérant que 3 jours après, il aura également droit à cette résurrection que nous célébrons aujourd'hui. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Il est également présent parmi nous, l'un des éditorialistes du quotidien La Nouvelle Expression, consultant sur droit de réponse. Edmond, bonjour. Bonjour, c'est Oufélé, je salue les co-panélistes. J'adresse mes salutations fraternelles, amicales et cordiales aux millions de téléspectateurs fidèles de cette émission, tout en leur exprimant ma sincère affection. Je vous demande d'avoir une pensée pieuse pour son éminence Christian Cardinal Toumi, qui nous a quittés au petit matin de samedi. Et je souhaite qu'à cette occasion, nous puissions nous rendre partout où nous sommes, en Afrique, en Europe, partout à travers le monde, un vibrant hommage pour tout ce qu'il a apporté au Cameroun, en Afrique et partout à travers le monde. Et je reste avec vous, Edmond Kangia. Vous qui êtes éditorialiste, journaliste, vous avez bien connu le cardinal et archevêque émérite Christian Toumi. Quel héritage laisse-t-il à la prospérité, aux Camerounais? Je l'ai bien connu, son éminence Christian Cardinal Toumi. Je l'ai rencontré la première fois il y a plus de 30 ans. C'était précisément le 11 juin 1990 lors d'une conférence de presse qu'il donnait à l'hôtel Hilton sur la lettre pastorale de la conférence épiscopale sur la crise économique. Il était face à la presse pour expliquer le bien fondé de cette lettre pastorale. À ce moment-là, il était archevêque de Garoua et président de la conférence épiscopale. Lorsque il a été nommé, transféré à Douala, n'est-ce pas, le 31 août 1991 et installé le 28 septembre 1991, depuis ce temps-là, depuis son installation à Douala, nous ne nous sommes plus quittés. J'étais très présent à ses côtés et il m'a fait l'honneur, le privilège de m'accorder la majorité, j'allais dire la plupart des interviews qu'il a accordées à toute la presse
qu'elle soit camerounaise, africaine ou mondiale. Je crois que j'ai eu beaucoup de chance de le côtoyer, d'échanger avec lui et de participer parfois à la lecture de ses ouvrages ou de co-signer certains ouvrages avec lui. L'héritage que l'on peut retenir du Christian Cardinal Toumi est immense. Vous parlez de l'héritage sur quel plan? Politique, religieux, social? Parce qu'en réalité, c'est un homme d'une dimension plurielle, un homme d'une très grande envergure, parce qu'il a plusieurs casquettes. C'est vrai, c'est un homme d'église qui a été créé cardinal le 28 juin 1988, qui a eu, n'est-ce pas, le privilège d'être nommé pour le service de l'église, évêque de Yagua, archevêque coadjuteur de Garoua, archevêque de Garoua, puis archevêque de Douala. Et depuis, on le sait, le 17 novembre 2009, il est archevêque émérite de Douala. Jusqu'à sa mort, il y a quelques jours. Et l'une de ses grandes dimensions, c'est l'intellectuel. Il n'a cessé de produire des ouvrages. Des ouvrages qui n'étaient pas que religieux. Des ouvrages qui concernaient la vie politique, sociale et économique du Cameroun. Et on sait par exemple qu'il a été très présent, ses homélies étaient très écoutées, depuis qu'il a été prêtre d'ailleurs, parce qu'il faut le dire, son histoire de séminariste contestataire l'a poursuivi dans son cheminement, dans sa carrière, dans son épiscopat en tant qu'évêque, archevêque, cardinal. Mais pour aller droit au but, pour ne pas en dire davantage, parce qu'il y a tellement de choses à dire de ce grand homme, il faut retenir surtout que c'était, à travers sa dimension plurielle, c'était le symbole de la résistance éthique et morale d'abord. Le symbole de la résistance éthique et morale. C'est une personnalité qui dénonçait les injustices, qui prêchait à temps et à contre-temps l'évangile de Jésus-Christ, mais il insistait sur la vérité. Il disait toujours, partout où il se trouve, quand il avait des enseignements ou pas, c'est la vérité qui libère. Il demandait aux Camerounais, et partout hors du Cameroun, lorsqu'il était invité dans les conférences, qu'il faut toujours dire la vérité. Et il mettait l'accent sur l'éducation et la santé, et tout le monde peut le voir à travers ses réalisations dans l'archidiocèse de Douala. Les hôpitaux généraux que nous connaissons, que ce soit Bonabéry, à Locpom, les collèges, j'en citerai pas beaucoup, j'en citerai pas parce qu'il y en a tellement, mais ceux qu'on peut reconnaître, qui portent son épitaphe, son empreinte, c'est le collège Borromée, le collège Notre-Dame des Nations. Et je le disais tantôt, c'était un intellectuel, c'était un philosophe. Il a beaucoup enseigné la philosophie. J'ai eu la chance, le privilège d'avoir été enseigné par le Christian Cardinal Toumi, qui m'a donné pendant 3 ans des cours de philosophie, et j'ai eu également des cours de théologie pendant 4 ans. D'abord à l'école cathédrale de théologie pour les laïcs de Douala, et ensuite à l'Institut supérieur des sciences sociales et religieuses de l'Université catholique Saint-Jérôme de Douala. Mais on ne peut pas manquer de dire, de retenir, que c'était le cardinal, le premier cardinal camerounais, l'unique cardinal camerounais. Et cette dimension-là a fait en sorte qu'il soit le légat du pape, de différents papes, notamment Jean-Paul II, qui l'a nommé évêque, archevêque, créé cardinal, et le pape Benoît XVI, le pape émérite Benoît XVI, qui a eu toute sa confiance et dont il était très proche. Et il a représenté ces différents papes que je cite dans plusieurs pays en Afrique, leur a rendu compte, et sa dimension a dépassé le cadre du Cameroun. Sa dimension est africaine, elle est internationale, et c'est une grosse perte. La perte est immense pour le Cameroun, l'Afrique, le monde entier, parce qu'il était la voix des sans-voix. Il était celui-là sur qui tout le monde pouvait compter. Les pauvres, les déshérités pouvaient compter sur lui, l'opposition, comme la société civile camerounaise, pouvait compter sur lui, et même le parti au pouvoir, parce qu'il recevait tout le monde, il ne faisait pas de discrimination. Et je pense que c'est qu'il faut davantage retenir de lui, c'est un homme d'une grande ouverture. C'était quelqu'un d'une grande humilité. Et je souhaite que sa mémoire soit préservée,
et que plus que jamais, nous ayons la chance de profiter des hommes d'une telle sagesse. Parce que je pense que le Cameroun n'a pas, malgré toutes ces années que Dieu lui a données, presque 80 ans, presque 91 ans, parce qu'il devait avoir 91 ans le 15 octobre prochain. Donc il est mort quelques mois avant d'atteindre 91 ans, effectivement. J'ai dit qu'on n'a pas suffisamment profité de lui, parce que l'une des dernières choses qui était sa priorité, c'était de faire en sorte que nous parvenions à un cessez-le-feu dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Malheureusement, il nous quitte avec cette amertume de n'avoir pas pu laisser le Cameroun en paix, dans la sécurité et dans la prospérité. Et dans la classe politique, il y a également des regrets après ce départ du cardinal Christian Toumi. Avec vous, maître Roland Duhoux, on a vu cette réaction du professeur Maurice Kamto, président du MRC, déplorer l'attitude de l'aile dure du régime, qui a toujours pointé du doigt le cardinal Toumi comme un opposant, un aumônier des opposants. Il ne lui a jamais facilité la tâche, alors qu'il souhaitait plusieurs fois rencontrer le chef de l'État dans le but de lui exposer sa stratégie visant à désamorcer les crises multiformes au Cameroun. Est-ce que vous le percevez ainsi? Tout à fait, M. Noufélé. D'ailleurs, je commence par saluer le brillant hommage qui vient de lui être rendu par M. Kamgia. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux que cela. Peut-être que M. Kamgia a été aidé par la grande proximité qu'il a pu avoir avec l'illustre disparu. Mais même pour ceux qui n'étaient pas proches du cardinal, on peut quand même retenir de lui qu'il s'est toujours présenté sur la scène politique comme un trait d'union. C'était l'incarnation même, de mon modeste point de vue, de cette personnalité qui était susceptible de créer entre les Camerounais, non pas des murs, mais des ponts pour leur permettre de trouver ensemble les solutions les plus idoines pour régler les problèmes auxquels la société camerounaise pouvait faire face. Et le professeur Maurice Kamto n'a pas manqué de souligner cette approche désormais coutumière du régime qui consiste précisément à présenter les valeurs à la société camerounaise comme des contre-valeurs finalement. Parce que n'oublions pas précisément que le feu cardinal Christian Toumi a précisément été présenté à l'opinion, même comme un soutien du sécessionnisme, simplement parce qu'il a voulu mettre du sien pour amener les parties prenantes en conflit à trouver le cadre le plus pertinent possible pour un véritable dialogue inclusif, pour un véritable dialogue, pour que ensemble nous puissions débattre des solutions possibles à cette crise et à d'autres crises du reste, parce que d'ailleurs, M. Kamgia le rappelait, il ne s'est pas impliqué seulement dans la résolution de la crise anglophone. Depuis plusieurs années, le cardinal Toumi a donné du sien pour toutes les questions majeures, des questions d'importance qui se sont posées à la société camerounaise. En sa qualité de théologien, je crois savoir qu'on peut classer le cardinal Toumi dans la catégorie des théologiens de la libération. On peut citer cela de lui. On peut également, du point de vue simplement de l'acteur social, le classer dans la catégorie des hommes libres, véritables hommes libres, qui avaient le courage de leurs convictions, qui avaient le courage de dire les choses exactement comme ils les concevaient, qui avaient également l'humilité de rapprocher les angles pour que, enfin, ensemble, les opinions puissent trouver un cadre pour aller de l'avant pour régler les questions. Le régime le considérait comme l'aumônier des opposants, comme l'a d'ailleurs appelé le président élu, le professeur Maurice Kamto, et je dois préciser que opposant dans le sens le plus péjoratif du terme, parce que les Camerounais savent très bien que quand on vous traite, et je préfère dire quand on vous traite d'opposant, ce qui normalement dans un contexte démocratique acceptable ne devrait pas être considéré comme un mot péjoratif. Mais au Cameroun, quand on dit de vous que vous êtes un opposant, c'est chargé, c'est un mot essentiellement chargé négativement. Quand on disait du cardinal Christian Toumi qu'il était l'aumônier des opposants, c'était en fait dire qu'il était le soutien des hors-la-loi, entre guillemets. Ce qui n'était pas le cas, parce que d'abord s'opposer, c'est tout à fait
légitime. C'est une chose tout à fait légitime, surtout lorsqu'on se prévaut être dans une société dite démocratique. On a parfaitement le droit, et ce droit est d'ailleurs garanti par les instruments juridiques, on a le droit d'apporter un regard critique sur la façon dont est conduite la gouvernance publique. Et le dire, le faire, ne doit pas être considéré comme marcher en marge de la société. Faire le reproche qui a été fait au cardinal Christian Toumi toute sa vie, d'être un opposant, entre guillemets, c'est aussi la preuve que nous avons vécu, que nous vivons jusque-là dans un régime qui n'est pas à l'aise avec l'opinion dissidente, avec l'opinion contraire. On peut voir en cela la survivance des lois sur la subversion qui n'ont jamais vraiment disparu de notre environnement politique. Et enfin, si on peut clôturer un propos sur le cardinal qui était immense, enfin dire que son dernier combat mérite d'être perpétué, d'être poursuivi. Sa mort devrait être, de mon point de vue, une invite collective à ne pas laisser dépérir l'héritage qu'il aurait peut-être voulu léguer au Cameroun, c'est-à-dire un pays réconcilié dans toute sa diversité, un pays qui enfin fume le calumet de la paix et qui se tourne résolument vers son avenir, parce que comme le rappelle souvent encore une fois le président élu, le professeur Maurice Kamto, notre pays a tout ce qu'il faut pour ne pas être simplement celui qui vivote actuellement, mais pour être une véritable locomotive, un phare, un miroir qui doit servir d'exemple, non seulement pour la sous-région, mais pour l'Afrique. Après vous, j'aimerais avoir la réaction de Joseph René Mboutouzé sur le combat mené par le cardinal Christian Toumi. Il y a eu cette réaction du président national du MRC qui souhaite que le gouvernement rende hommage au cardinal Christian Toumi à travers la résolution rapide, pacifique et la fin du conflit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Cela serait rendre un hommage officiel au cardinal Toumi qui en a fait son dernier combat, souligne Maurice Kamto. Qu'est-ce que vous en pensez, Joseph René, sur ce combat et sur l'attitude que devrait avoir le gouvernement? Oui, je crois qu'au Cameroun, on ne lâche pas une occasion pour faire de la récupération politique. Nous sommes en train de pleurer un prélat camerounais de dimension internationale parce qu'il a quand même été cardinal. Ce n'est pas tout prélat qui devient cardinal. Donc le Cameroun, à travers l'unique cardinal que nous avions, vient de perdre une figure importante. Nous devons aller dans le sens de pleurer, sonder actuellement, comme les gens disent souvent, mais aussitôt disparu, vous voyez que nous tombons directement dans ces récupérations d'ordre politicienne qui ne nous honorent pas, tout simplement parce que le gouvernement de la République, incarné par son Excellence le président Paul Biya, n'a pas attendu la mort du cardinal pour se mettre résolument dans la recherche du consensus national qui doit aboutir à une paix durable au Cameroun. Le gouvernement n'a cessé toutes ces années d'agresser des populations de manière globale au Cameroun, d'abord en commençant par le Grand Nord avec la crise des Boko Haram. Vous connaissez tous les efforts que le gouvernement a posés dans ce sens pour que nous arrivons à cette forme d'accalmie qu'on observe déjà dans les régions du Septentrion. De la même manière, le gouvernement a toujours recherché les bases d'une paix dans les régions du Nozo. D'ailleurs, il me semble que le grand dialogue que le gouvernement avait organisé à cet effet et qui aujourd'hui commence à produire des résultats, que le cardinal Christian Toumi non seulement avait été invité, là n'est même pas le plus important, mais surtout il a eu une participation active à ces travaux.
Vous voyez donc, le gouvernement a donc toujours tendu la main à toutes les personnalités camerounaises d'envergure, notamment au cardinal Christian Tumi, en l'invitant. Et lui aussi, il a renvoyé l'ascenseur à ce gouvernement en acceptant de participer donc à ce grand dialogue. Donc je pense qu'on ne peut pas poser le problème aujourd'hui en disant que maintenant que le cardinal a disparu, que ce soit une occasion enfin pour le gouvernement d'engager un véritable dialogue pour la résolution de la crise sociopolitique au Nozo. Parce que c'est une constance de ce gouvernement depuis 2016 que cette crise a commencé. On ne va pas tout le temps revenir ici pour énumérer les solutions importantes que le gouvernement a dû apporter pour que ça puisse se calmer dans ces régions. Et d'ailleurs, nous pouvons tous faire le témoignage ici que même si nous n'avons pas encore atteint l'objectif d'une paix totale, nous pouvons tous témoigner ici que ça commence résolument à être de plus en plus calme dans ces régions. Et le travail gouvernemental va continuer et je suis convaincu que d'ici là, on pourra retrouver un Cameroun pacifié et où tous les enfants peuvent s'asseoir dans le vivre ensemble. Après vous, Joseph René, Aristide Monod, avez-vous le même regard sur à la fois l'attitude du gouvernement et bien sûr cet héritage que lègue à la prospérité le cardinal Christian Tumi, perçu par la classe politique comme un acteur de premier plan qui a été plusieurs fois combattu par le pouvoir en place. Cela ne l'a pas pour autant empêché d'être engagé sur les questions de dialogue. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est clair que nous fait l'important de relever que nous sommes dans un environnement où il y a une certaine inflation de l'hypocrisie dans les différents comportements, des attitudes des Camerounais suite au décès de certaines personnalités. C'est-à-dire que entre les propos tenus lorsque la personne est encore en vie et ceux tenus après sa mort, c'est totalement enfoncé. On se demande si on est souvent un peu cohérent avec nous-mêmes et envers nous-mêmes. Parce que lorsqu'on essaye de voir l'attitude qui a été, une certaine attitude qui a été adoptée vis-à-vis de cette haute personnalité de l'Église catholique, cette haute personnalité parapolitique camerounaise, on se pose bien des questions sur la sincérité des hommages qui lui sont aujourd'hui rendus. Moi, j'ai eu cette occasion de lire certains le cardinal Tumi d'Ambazonien. Curieusement, les écuries à l'origine ou alors aux commandes de ces titres et de ces articles sont aujourd'hui les premières à tenir des propos courtois, des propos apaisés, en rendant un vibrant hommage au cardinal Tumi. Je pense que cela relève du cynisme, cela relève de l'hypocrisie pure et simple. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est tout simplement ce que nous pouvons retenir de la personnalité. J'ai essayé d'aborder la question tout à l'heure en parlant de sa sortie de la Path Dependency, c'est-à-dire le sentier battu, qui est réservé aux prélats ou alors à ceux qui ne se sont pas, à ceux qui ne s'affichent pas comme des politiciens purs et simples. On leur demande de rester cantonnés dans leurs différents secteurs d'activité, tout en oubliant que l'homme est un animal politique et c'est la politique qui nous diffère de l'animal. Alors, si on décide d'exclure certains citoyens, de leur enlever cette qualité d'homme politique, de politique, ça signifie qu'on veut qu'ils soient tout simplement des moutons ou des animaux. Et vous voyez que la stratégie d'assimilation des élites n'a pas épargné les officiels de l'Église catholique. Aujourd'hui, on peut compter au bout des doigts les cardinals Tumi. Après Monseigneur Ndokmo, nous avons le cardinal Tumi, nous avons l'archevêque Samuel Klida, nous avons quelques prélats comme
le jésuite Lado. Et vous voyez qu'on ne peut pas avoir comme ça plus de 20 ou 40 hommes d'église qui sont vraiment engagés ou alors qui se sont rebellés contre cette stratégie de cantonnement des hommes d'église dans le secteur purement religieux en leur enlevant cette qualité de citoyen. Donc il faut donc voir un prélat rebelle face au cantonnement qu'on appelle généralement l'assimilation des élites. Nous avons également un prélat engagé, charbonnier, jusqu'au dernier jour, parce que on n'a pas compris, nous tous nous avons été surpris par sa disparition au regard de ses dernières activités, et on se disait qu'il avait encore beaucoup de jours devant lui, et pourtant il était presque vers la fin de son bail terrestre. Ça signifie tout simplement qu'il s'est donné à fond, malgré la fatigue, malgré les déboires que lui imposait cette fatigue physique. Il s'est imposé, il est resté très engagé. On n'a pas senti le poids de l'âge sur la personne, on n'a pas senti le prélat affaibli. Il est resté constant et vivement engagé, surtout dans la résolution de la crise anglophone, où il s'est porté, il s'est proposé comme l'une des alternatives en termes de médiation. Malheureusement, on a toujours cru que le cardinal Toumi faisait un peu assez et qu'il devait rester dans sa dimension purement pastorale ou ecclésiastique. Donc on a vu quelqu'un qui s'est engagé aux côtés des opprimés, qui a été une force pour les forces alternatives, si vous me permettez cette tautologie, et c'est normal qu'il se retrouve aujourd'hui étiqueté aumônier des opposants. Il a soutenu les forces alternatives, il a soutenu l'opposition, pas parce qu'il voulait à tout prix avoir un de ses poulains devenir président de la République, maire ou alors sénateur, tout simplement parce qu'il s'est dit à un moment donné que le Cameroun a besoin de changement, parce que la situation actuelle, au-delà des signaux qui peuvent être positifs, il faut dire que le bateau Cameroun, c'est un bateau qui a pris assez d'eau. Nous avons les crises qui accablent aujourd'hui les Camerounais, qui brisent les vies, qui créent les décresses. Nous avons les crises économiques qui sont dues à la gouvernance pas assez catholique. Nous avons des détournements et ocre. Et le cardinal Toumi s'est positionné comme le justicier de ceux-là qui sont victimes de l'injustice. On va également noter le cardinal Toumi, noter du cardinal Toumi, le cardinal incompris ou le prélat incompris. Ça veut dire que toutes les propositions qu'il a eues à faire, à formuler pour que le Cameroun soit sur la bonne route ont été totalement rejetées. Les seuls usages qu'on en a fait, c'était tout simplement des usages symboliques, question de démontrer qu'en fait, on tient compte de ces propositions. Or, au fond, on sait quelle est la décision finale. Je reviendrai sur le cas du grand dialogue national. On sait bel et bien que les propositions qui ont été arrêtées, qui ne sont même pas d'ailleurs appliquées jusqu'ici de manière minimale, que ces propositions n'avaient rien à voir avec celles formulées par des acteurs comme le cardinal Toumi. Nous attendions toujours cette rencontre intra-anglophone pour essayer de déterminer quelles sont les positions dominantes de la communauté anglophone sur la question de la marginalisation, déterminer également l'équipe pouvait représenter les intérêts des anglophones dans un grand dialogue national. On a attendu qu'il y ait ce dialogue intra-anglophone que soutenait le cardinal Toumi. Finalement, il est décédé. Le projet n'a pas connu de réussite. Le cardinal Toumi a tenu à rencontrer le chef de l'État. Si le président Paul Biya ne peut pas rencontrer un cardinal, on se pose bien la question, qui rencontre-t-il finalement? Donc, je pense que c'est aussi ça
le cardinal Christian Toumi. Après l'évocation de cet héritage à la postérité concernant le cardinal Christian Toumi, vous parliez de justice. Je voudrais qu'on en parle. Edmond Kanga, il y a eu cette scène observée en fin de semaine à Yaoundé, devant le ministère de la Justice. Un homme qui a vandalisé plusieurs véhicules. Il menaçait de s'en prendre directement au ministre garde des Sceaux, ministre de la Justice, dénonçant une affaire dans laquelle il est impliqué, estimant qu'il y a de la corruption et des abus présumés. Plusieurs fois, il a tenté de rencontrer le ministre, dit-il, pour exposer ces mécanismes d'abus de corruption dans sa procédure judiciaire. Il n'a pas réussi et on a vu des véhicules vandalisés au ministère de la Justice et le monsieur en question interpellé. Comment analysez-vous ces différentes scènes et ce cri de détresse d'un Camerounais justiciable et qui se dit victime d'injustice? Ce sont des images fortes et poignantes qui montrent à souhait que la gouvernance du Cameroun va très très mal, que l'administration de la justice camerounaise est très mauvaise. Voilà un monsieur qui est atteint, j'allais dire, par le seuil de la frustration. Parce que c'est le seuil de la frustration, quand ça a été atteint, que l'on peut parvenir à de telles scènes. Il a cherché à rencontrer le ministre, il n'a pas pu. Et il a des problèmes en justice, il se rend compte que tout va plutôt à l'envers. Je voudrais dire qu'il n'est certainement pas le seul Camerounais qui vit les mêmes déboires. D'autres n'ont peut-être pas le même courage que lui pour poser de tels actes. Certes, de tels actes sont, on ne peut pas l'encourager de détruire le véhicule du ministre, d'incendier des véhicules devant un ministère. Mais ce qui importe, c'est le fond du problème. Pourquoi l'a-t-il fait? Parce qu'il se retrouve dans une situation où il est à bout. Et beaucoup de Camerounais se retrouvent dans la même situation. Et on a souvent débattu, ici sur ce plateau, des problèmes de la justice camerounaise. La plupart de ces problèmes ne trouvent pas de solution. Il y a eu parfois des rencontres entre le ministre de la Justice ou le ministre délégué, qui a souvent rencontré les auxiliaires de la justice, notamment les avocats, pour essayer d'échanger, pour aplanir des différends. Mais dans le cas d'espèce, il s'agit d'un justiciable qui essaye de se faire entendre de la manière la plus violente qui soit. Ce n'est pas souvent arrivé au Cameroun. Cela signifie qu'il faut faire très attention. On peut assister non seulement à la vulgarisation de ce type d'actes, mais à d'autres types d'actes qui soient plus graves que ceux qu'on a vus à Yaoundé. Qui sont des actes qui ne sont pas très différents de ce que nous connaissons dans les théâtres de guerre, dans le nord-ouest, le sud-ouest, dans l'extrême nord du pays ou à notre frontière avec la Centrafrique. En réalité, c'est la manière dont le gouvernement perçoit les problèmes et ne cherche pas à trouver rapidement des solutions qui amènent des Camerounais à poser de tels actes. Souvenez-vous ce qui s'est passé en Tunisie. Quand on parle de printemps arabe, cette expression, je la mets entre guillemets. Mais il y a un jeune homme qui était dans une situation très compliquée. M. Bouazizi, qui s'est immolé publiquement après avoir subi une énième injustice d'une autorité de police, d'un agent de police. Et on a vu ce qui s'en est suivi. C'est le président tunisien qui a été contraint à quitter le pouvoir. On a vu tout le basculement. Est-ce que le gouvernement camerounais, est-ce que l'État du Cameroun attend la multiplication de tels actes pour comprendre que le Cameroun va très mal et qu'il faut trouver les solutions quand ces problèmes se posent, qu'il ne faut pas continuer avec le dilatoire ou l'usure en espérant que les choses vont s'arranger tout seul. Rien ne s'arrange tout seul. La preuve, on a l'exemple de la crise anglophone. Il y a eu au départ la marche des avocats anglophones, il y a eu des enseignants également, on les a réprimés. On a cru qu'il suffisait d'apporter des solutions, j'allais dire du rafistolage, c'est-à-dire des solutions qui n'étaient pas efficaces pour résoudre
le problème qu'il posait à ce moment précis. Puis, on a arrêté des interlocuteurs. Agbobala, l'universitaire également. C'est-à-dire ceux qui étaient le visage, n'est-ce pas, du dialogue qu'il fallait amorcer de manière sérieuse à ce moment-là. On les a mis en prison, les Agbobala et autres. Le temps de réaliser qu'il n'y a plus d'interlocuteurs pour discuter. C'est là alors où le gouvernement s'est rendu compte qu'il va affronter, c'est-à-dire que les extrémistes, les sécessionnistes. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Il y a eu la guerre qui a commencé en 2017. La guerre continue. Plusieurs milliers de morts, plusieurs centaines de milliers de déplacés, plusieurs dizaines de milliers de réfugiés. Qu'attend-on pour mettre fin à cette guerre? Nous parlions tout à l'heure du cardinal Christian Toumi. Je peux vous dire que les derniers mois, ou j'allais dire les dernières années de sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, quand je l'ai rencontré souvent, si nous parlions de tout ou de rien, il y a un sujet qui ne manquait jamais. Il voulait apporter sa contribution à la résolution de la crise dans le nord-ouest et du sud-est avant de quitter ce pays, avant de quitter ce monde. Il n'a jamais compris pourquoi on lui a refusé l'organisation de la conférence générale anglophone, qui aujourd'hui reste encore la seule solution pour déblayer le terrain et parvenir à un cessez-le-feu. C'est vrai, la personne physique du cardinal Christian Toumi n'est plus là, mais il avait des partenaires dans cette opération. Il travaillait pas seul. Il avait des partenaires qui étaient des imams, qui étaient des responsables de l'église protestante presbytérienne. Ils sont encore là. Qu'est-ce qu'on attend pour leur demander, écoutez, on réalise que le cardinal Christian Toumi avait raison. On doit permettre à cette conférence de se tenir. Parce qu'au début, quand ils ont lancé le projet, c'était en 2018, on leur a dit, c'est toujours les intentions. On a prétendu qu'il y avait un agenda secret. C'était pour empêcher l'organisation des élections présidentielles. Mais on a vu plus tard, quand ils ont reporté la tenue de la conférence générale anglophone, qu'il n'en était rien. Et même après les élections, ils ont voulu tenir cette rencontre. La rencontre ne s'est pas tenue. C'est pour cela que je le rappelle, le problème du justiciable qui a posé de tels actes graves doit trouver des solutions le plus rapidement qu'il soit. N'attendons pas que les acteurs disparaissent et que les problèmes s'aggravent davantage pour trouver des solutions. Après vous, Edmond, Roland-Diouf, sur cette scène vécue au ministère de la Justice qui intervient après le ras-le-bol d'un Camerounais qui a menacé de s'en prendre à la vie d'une personnalité telle que le ministre de la Justice, déplorant le fait qu'il n'a pas pu trouver une oreille attentive à ses préoccupations relatives à sa procédure judiciaire entachée, selon lui, de corruption et d'abus présumés. Comment appréciez-vous cette situation? Merci de me poser cette question, M. Noufele. Je commence par rappeler un principe autour duquel nous devons nous mettre d'accord, c'est celui du rejet de l'expression par la violence. Il faut qu'on se mette d'accord sur le fait que en société civilisée, on ne peut pas se rendre justice soi-même. Mais cela dit, il faut également rappeler un autre principe qui conduit l'administration de la justice et qui nous vient des pays ou des systèmes anglo-saxons, dans lesquels on dit toujours que la justice ne doit pas simplement être rendue, mais elle doit être rendue en donnant le sentiment qu'elle l'est effectivement. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de rendre des décisions de justice. L'administration de la justice doit s'attacher à s'assurer qu'elle donne effectivement le sentiment que ce qu'elle fait, c'est rendre justice. Et malheureusement, l'environnement dans lequel nous vivons n'est pas de nature à donner ce sentiment à la population. Vous avez cité le cas de ce concitoyen qui prétend avoir été victime d'injustice, mais qui, en plus d'avoir été victime d'injustice, n'a pas pu avoir une écoute, une oreille attentive à son problème. Ça pose effectivement le problème de l'institution judiciaire. Peut-être qu'il faut des états généraux de la justice camerounaise, parce qu'on vous dira souvent que le ministère de la Justice relève du pouvoir exécutif
et que la justice est indépendante, on peut questionner l'indépendance de la justice camerounaise. À l'aune, au regard des faits, quand on est praticien du droit, on sait que la pratique des instructions est légion dans la machine judiciaire camerounaise. Je vais citer des exemples que tout le monde voit. Nous connaissons le cas de nos amis politiques qui aujourd'hui sont face à la justice. D'ailleurs, ils ont été, pour ceux de Douala, convoqués au tribunal militaire récemment pour se voir signifier à nouveau une prolongation de leur mandat de détention provisoire par les différents juges d'instruction. Vous pensez vraiment que dans un pays comme celui-ci, on a le sentiment que la justice est rendue? C'est-à-dire qu'on attrape d'abord des gens, puis on les garde sous un régime de détention provisoire où ils sont considérés pires que des personnes convaincues des pires crimes qu'ils soient. Et sans qu'on ne voit que l'instruction avance vraiment, on leur renouvelle un nouveau bail dans un environnement carcéral qui n'est pas des plus adaptés, aussi bien à la situation que requiert le minimum d'humanité qu'on doit aux personnes détenues, même lorsqu'elles sont condamnées, mais a fortiori du fait de la pandémie de la Covid-19 qui sévit dans notre pays, qui est gérée de manière totalement hasardeuse, comme nous pouvons le voir. Est-ce que dans ce contexte-là, on peut avoir le sentiment que la justice est véritablement rendue? Je ne pense pas. Je rappelle que récemment, lors de la rentrée solennelle qui s'est déroulée du côté de la Cour suprême, le premier président de la Cour suprême lui-même s'offusquait. Il avait choisi de débattre à cette époque-là de l'exécution des décisions de justice au Cameroun. Et c'est le premier président de la Cour suprême qui s'offusquait de ce que les décisions de justice ont du mal à s'exécuter au Cameroun. Vous avez des cas cocasses où, par exemple, vous obtenez une ordonnance d'un tribunal pour qui vous autorise à faire une inscription d'hypothèque judiciaire. Je prends un cas comme celui-là. Et que vous arrivez à la conservation foncière, le conservateur vous répond qu'en vertu d'une correspondance de son ministre de tutelle, il a reçu interdiction de s'exécuter. Vous avez des cas comme ça qui sont légion, où on peut vous dire qu'une instruction parfois verbale d'une autorité politique ou gouvernementale est de nature à plomber l'exécution d'une décision de justice passée en force de choses jugées. Vous avez des cas comme ça qui s'amoncellent. Et je le rappelle, ce n'est pas de moi. Il s'agit du premier président de la Cour suprême qui touchait du doigt lors de la rentrée solennelle un des problèmes que pose la justice camerounaise et le sentiment que peut avoir le citoyen que cette justice ne lui est pas véritablement rendue. Et parmi ces cas, il y a celui d'Amadou Vamoulke, ancien directeur général de la CRTV. Il a adressé une lettre ouverte au ministre de la Justice pour dénoncer ces conditions de détention en cette période de crise sanitaire liée au Covid-19. Également, s'interroger sur sa procédure qui dure 5 ans déjà, sans qu'il n'y ait un véritable procès organisé. Vous, en tant qu'avocat et juriste, comment vous percevez cela? Cela est tout à fait incompréhensible si vous convoquez ma posture de juriste. Je ne suis pas certain qu'il est possible de l'expliquer rationnellement en convoquant des arguments d'ordre juridique. La situation que vit M. Amadou Vamoulke, il faut le dire sans embâche, est complètement incompréhensible. Je rappelle que, encore une fois, nous sommes là dans le cas d'un prévenu. Pour la gouverne de nos téléspectateurs, le prévenu est celui qui ne fait pas encore l'objet d'une décision de condamnation. On soupçonne seulement qu'il peut se retrouver, qu'il peut y avoir des charges qui pèsent contre lui et des charges peut-être sérieuses. Mais encore une fois, c'est celui qui vous poursuit qui juge de si ces charges sont sérieuses ou pas. Donc, la présomption d'innocence voudrait que tous ceux qui sont dans la situation de M. Vamoulke, même pour un seul jour, soient effectivement considérés comme étant encore innocentes, en tout cas jusqu'à ce que leur culpabilité ne soit effectivement établie à travers un procès, mais pas un procès, pas n'importe quel procès, parce qu'encore une fois, au Cameroun, on a l'art de faire de la diversion ou de vider les concepts de leur contenu. Quand on parle de procès, il s'agit d'un procès équitable, c'est-à-dire un procès qui respecte un certain nombre de normes. Le procès équitable ne peut pas être anormalement long. La durée même simplement d'un procès est en soi une
cause d'inéquitabilité. Si on a les éléments contre vous qui justifient que l'on vous prive de manière provisoire de votre liberté, cela suppose qu'on peut vous juger et qu'on peut vous juger rapidement. Il est complètement incompréhensible que 5 années après avoir engagé contre vous, après avoir ouvert contre vous une information judiciaire, qu'on en soit encore à chercher à vous juger sans succès. Le cas de M. Vamoul qui est identique sur beaucoup de points, avec celui de M. Paul Tchouta, par exemple, qui est poursuivi, dit-on, pour des faits qui pourraient être qualifiés de diffamation. Mais il a déjà écoulé en prison plus du temps qu'il aurait passé si même il avait été effectivement condamné pour ces faits de diffamation-là à la peine maximale. Parce qu'il faut rappeler toujours que les juges ont le pouvoir, dans une certaine fourchette, de décider de la peine. Ce n'est pas parce qu'on a dit que le maximum de la peine, c'est 6 mois, que si on vous juge coupable, on va effectivement vous donner les 6 mois, on peut vous donner moins de 6 mois. Cela relève de l'appréciation des juges. Donc, on a des cas comme ceux-là qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas expliquer. On est face à ce que l'ancien bâtonnier a appelé l'impossible justice dans un ouvrage qu'il a commis. Bâtonnier Charles Tchunga. Bâtonnier Charles Tchunga. On est en présence de l'impossible justice. Et ce que les gouvernants peut-être voient mais font semblant de ne pas voir, c'est que ce sentiment se disperse dans la société. En tant qu'avocat, nous pouvons le ressentir d'abord dans notre pratique quotidienne. Les justiciables sont de plus en plus, sont de moins en moins enclins à faire recours aux avocats pour la défense de leurs droits, pour la simple et bonne raison qu'ils ne croient plus à la force du droit ou à la force de l'argument. Ils sont à peu près convaincus que plutôt que de perdre du temps à aller plaider sa cause devant un tribunal, il vaut mieux choisir des chemins détournés d'influence pour se garantir d'un résultat plus favorable. Pourquoi? Parce que le sentiment d'injustice, je reviens là-dessus, la perception d'injustice s'est généralisée. Alors, et je termine simplement en disant que pour que cela cesse, je pense qu'il est temps que la justice en tant qu'institution s'arrête un moment, se repense et écoute la société dans laquelle elle se déploie pour adresser effectivement les questions qui vont lui permettre de regagner ses lettres de noblesse. Et cela passe essentiellement par un renforcement des moyens à sa disposition. Ça, c'est évident, d'une part parce que je me fais toujours le devoir de rappeler que nos magistrats ne sont pas tous pourris. On parlera des solutions et tout à l'heure. Et il y en a qui travaillent Roland, dans des conditions difficiles. Alors justement, Joseph René, voir les véhicules du ministre de la Justice et ses collaborateurs être vandalisés par un Camerounais se plaignant de ne pas avoir été entendu, se plaignant d'avoir été victime d'injustice et de corruption, d'abus dans le cadre d'une affaire où il est impliqué. Comment appréciez-vous cela? Oui, d'abord, commencez par condamner le fait qu'il se soit rendu justice lui-même. Parce que mettre le feu dans un garage, c'est tout le bâtiment qui a pris le ministère de la Justice qui aurait pu partir en fumée. Il faut condamner cela. La violence, il faut condamner la violence sur toutes ses formes. Bon, maintenant, lorsque nous avions condamné cela, il y a quand même des choses qu'il faut reconnaître. C'est que au Cameroun, nous faisons face à une justice qui se manifeste par beaucoup de lenteur. Il y a des gens qui sont dans des procès qu'on qualifie, je ne suis pas spécialiste de flagrant délit, qui restent souvent en situation de préventif pour des périodes assez longues. On n'a jamais compris pourquoi on ne peut pas tout de suite rendre justice, mieux encore les condamner, parce que je pense que en prison, le statut, lorsqu'on est prévenu, n'est pas le même lorsqu'on est déjà condamné, parce que une fois qu'on est condamné, on peut déjà commencer à espérer, à bénéficier de certains privilèges, notamment
les privilèges de grâce présidentielle. Bon, imaginez une hypothèse où la grâce intervient maintenant, alors qu'on aurait pu être jugé depuis, et on est toujours prévenu. Vous voyez que vous sortez de ceux qui sont éligibles à cette grâce, tout simplement parce que le procès pour lequel vous êtes en détention a pris beaucoup de temps. C'est quelque chose qu'il faut interroger. Qu'est-ce qui fait en sorte que les décisions de justice n'interviennent pas rapidement au Cameroun? Je pense que le pouvoir judiciaire doit suffisamment être honnête vis-à-vis des Camerounais et leur adresser des réponses à cette interrogation qui est importante. Pourquoi les gens restent aussi longtemps sans être jugés? Voilà le premier problème. Le deuxième problème, si on s'accorde que ce compatriote qui a commis ces exactions-là dénonce exact le fait de chercher à rencontrer le ministre de la Justice plusieurs fois sans pouvoir le faire, c'est un autre problème au Cameroun. Pourquoi les autorités camerounaises ne trouvent pas du temps pour recevoir les compatriotes qui ont des problèmes? C'est un véritable problème. Pourquoi? Vous savez, dans nos ministères, j'ai beau appartenir au RDPC, je défends les idéaux du RDPC, mais dans nos ministères, parfois pour rencontrer un simple sous-directeur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une procédure précise. Pour rencontrer un sous-directeur, mon ami, ce n'est pas évident. C'est-à-dire que les gens sont dans des tours de verre où on vous dit non, le directeur ne reçoit pas, personne ne reçoit, on ne comprend pas. Est-ce que ce ne sont pas les activités quotidiennes de ces non, mais quelles activités cadres de la fonction vous voyez, qui ne permet pas de recevoir des usagers? Vraiment, c'est vrai que vous allez au ministère. Je crois qu'il y a et même ils ont programmé des jours d'audience et des heures. Mais vous verrez qu'on vous dira peut-être que le ministre reçoit le mardi et le mercredi de 14h, à partir de 14h. Mais vous y allez, il ne va recevoir personne. Et plus grave encore, vous arrivez à une heure où une autorité est supposée recevoir, vous remplissez des audiences et on vous fait traîner dans des salles d'attente jusqu'à dans la nuit pour qu'à la fin, on vienne vous dire soit le ministre est déjà parti, tel est parti. Et vous commencez, et ce n'est pas tous les Camerounais qui ont les moyens de transport autonomes pour pouvoir partir dans ces lieux de ministère qui sont souvent déserts la nuit. Et vous voyez comment des citoyens, après avoir passé toute la journée à espérer d'être reçus par un responsable, se retrouvent péniblement en train d'aller trouver un moyen de transport qui les ramène chez lui. Ça, on ne peut pas. Celui qui vient à Yaoundé. Et ce n'est pas, et ce n'est ni le RDPC, encore moins le président de la République, qui instruit ces comportements. Il faut dénoncer ça. Nous devons le dénoncer. Parce que cela se passe aussi, parce que les mêmes dirigeants qui font ça sont aussi, beaucoup d'hommes sont des responsables de notre parti. Il faudrait que cela essaye un peu de diminuer un peu. On ne peut pas faire ça. Qu'est-ce qui est difficile pourquoi c'est si difficile de recevoir les compatriotes? Est-ce qu'on doit toujours recevoir un compatriote? Bon, il semble que beaucoup pensent que lorsque les compatriotes viennent pour les rencontrer, c'est pour leur demander des postes, pour leur demander de l'argent et tout ça. Mais je pense que en toute responsabilité, on doit avoir le courage de répondre aux gens et leur donner des réponses adéquates. Ce n'est pas parce que vous avez la présomption que si je commence à recevoir les gens, c'est parce qu'ils viendront me poser des problèmes d'argent qu'on décide de ne même recevoir personne. Voilà. Donc c'est le deuxième problème que pose ce acte de l'individu. Moi, j'invite les autorités camerounaises à avoir de la souplesse et à respecter leurs jours et leurs heures d'audience pour véritablement recevoir les compatriotes. Bon, mais maintenant, troisième problème, c'est que les juges camerounais sont aussi débordés par des problèmes que les Camerounais leur apportent. Comment ça? Oui, parce que... Ils sont débordés comment? Débordés, parce que les Camerounais, eux aussi, sont tout le temps en train d'enfreindre la loi. Parce que, imaginez combien de cas on peut porter devant le juge en une seule journée, entre ceux qui volent,
entre ceux qui volent, entre ceux qui détournent, ceux qui tentent d'engager de l'insurrection. Mais tout ça, c'est une très grande masse critique de personnes que le juge est obligé d'accueillir et de recevoir. Bon, alors il faudrait donc combien de juges au Cameroun pour rapidement donc aussi juger tous ces voleurs qui sont obligés d'attraper partout dans les rues, dans les marchés. Quand un parti décide d'organiser des marches insurrectionnelles, ce qui est contre la loi, il faut bien les interpeller. Et ça fait une grande masse de personnes qui doivent passer devant le juge. Alors nous avions combien de juges, nous avions combien de salles. Si par exemple des milliers, 1000 personnes se retrouvent dans la rue pour casser sous prétexte qu'ils veulent avoir un changement à la tête de l'État, on ne peut pas tolérer ça. Bon, vous voyez donc que les Camerounais, eux-mêmes qui s'adonnent à ce genre de pratique. On ne peut pas avoir élu un président en 2018 à un taux de suffrage exprimé qui lui est favorable de façon très élevée. Et une frange de Camerounais décide qu'ils vont aller dans la rue et le destituer par la force. Dans aucun pays du monde on ne peut accepter ça. Il faut que les Camerounais eux-mêmes se disciplinent pour éviter de surcharger les palais de justice. Voilà, Mais ce cas précis, ce Camerounais qui est allé vandaliser ses véhicules, lui pose un problème de corruption et d'abus dans le cadre de la procédure judiciaire dans laquelle il est impliqué. Il a voulu poser ces problèmes au ministre de la Justice afin qu'il puisse peut-être diligenter une enquête en interne. Est-ce que ces problèmes de corruption et d'abus au sein de l'appareil judiciaire, au sein du système judiciaire camerounais, est-ce que vous le percevez comme ce Camerounais-là? Non, mais c'est évident qu'il y a des cas de corruption dans la justice camerounaise. Si moi je viens m'asseoir ici et dire que notre justice est toute blanche, mais je ne serai pas en conformité avec moi-même. Ça sera mentir, me mentir à moi et mentir aux autres. Il y a forcément beaucoup de corruption dans la justice camerounaise. Et cette corruption n'est pas seulement le fait du juge. Cette corruption est encouragée par les justiciables et par ceux qui sont supposés les défendre, c'est-à-dire les avocats. Alors nous sommes dans un imbroglio où on pose des actes répréhensibles, mais on ne veut pas être sanctionné. On est obligé de chercher à corrompre le juge. Plus grave encore, ce sont les avocats qui doivent incarner même l'idée même de bonne justice au Cameroun, parce que ce sont les défenseurs de ceux qu'ils pensent être les opprimés de la justice, qui sont les premiers à corrompre de façon permanente, ou alors à chercher à corrompre de façon permanente le juge. Alors lorsque nous sommes dans un environnement comme ça, où on ne peut pas de façon subjectivement dire que le problème c'est le juge, alors on fait comment? Il faut simplement inviter les Camerounais à accepter d'être responsables de leurs actes, à assumer les décisions qui suivent lorsque intimement on sait qu'on a posé un acte répréhensible, ne pas chercher à corrompre le juge, ne pas prendre un avocat pour aller corrompre le juge. Il faut que les Camerounais cessent d'aller chercher à corrompre les juges. Alors justement, votre message a été bien compris. Aristide Mono, parce que on se souvient encore des événements qu'il y a eu dans un tribunal ici à Douala, où on était obligé de faire interpeller des avocats qui ont été pris en flagrant délit de corruption. Les enquêtes sont toujours en cours. C'est un délit de corruption donc n'avait pas été retenu lorsqu'ils avaient été condamnés. Il faut le préciser. Aristide Mono, quel regard portez-vous sur cette justice aujourd'hui au regard de ces justiciables qui se plaignent? On a le cas d'Amadou Vamouké, intervenu lundi dernier dans une lettre ouverte adressée au ministre de la Justice pour dénoncer sa procédure judiciaire. Elle dure déjà 5 années. Ensuite, dans la même semaine, un autre justiciable pour se faire entendre et aller plus loin en vandalisant des véhicules et en menaçant de s'en prendre à la vie du ministre de la Justice en personne. Comment appréciez-vous cette situation-là?
Déjà, il faut rappeler que nous avons une justice qui n'est pas assez juste. Nous avons un droit qui n'est pas assez droit. Nous avons des lois qui, ma foi, ont beaucoup d'imperfections. Cette situation, ma foi, n'est qu'une suite logique d'un environnement qui s'est incrusté dans nos mœurs, dans nos pratiques institutionnelles, dans notre société. C'est un cas parmi tant d'autres. Donc aujourd'hui, on ne peut qu'utiliser cela comme une certaine illustration qui, ma foi, devrait interpeller ceux qui ont la charge de rendre justice au nom du peuple camerounais et non au nom de leur subjectivité ou à leurs considérations personnelles. Cet acte qui est posé est un acte d'exaspération. Et du point de vue de la sociologie des crises ou de la crisologie, il s'agit de la justice populaire. La justice populaire, c'est tout simplement lorsque des individus décident de se passer des instances formelles, connues, pour rendre eux-mêmes, se rendre eux-mêmes justice, c'est-à-dire se rétablir dans leur propre droit. Or, on sait bel et bien que dans un état de droit, cela relève des institutions qui sont bien connues, c'est-à-dire la justice. C'est quoi le motif principal de la justice populaire? Comme je le disais tout à l'heure, c'est cette désobéissance qui est liée au manque de confiance, à la désaffection totale des institutions en charge de la justice. Et lorsque des individus arrivent à ce niveau de comportement, qu'on peut taxer légitimement d'acte de terrorisme, parce qu'il faut rappeler que le terrorisme n'est pas un État, c'est tout simplement un moyen, c'est tout simplement une stratégie que des uns et des autres peuvent mobiliser pour atteindre un objectif particulier. Je peux utiliser le terrorisme pour revendiquer de l'eau dans mon quartier, je peux utiliser le terrorisme pour revendiquer un droit, contrairement à ceux qui pensent que le terrorisme doit être voué à la diabolisation. Ils oublient que même des États utilisent des moyens terroristes. Donc il n'y a pas en fait de groupe terroriste, il y a tout simplement des moyens terroristes. Alors, le niveau de radicalisation aujourd'hui au Cameroun amène des citoyens à se livrer à ces actes. Celui-là a été peut-être le plus courageux, mais il faut reconnaître que beaucoup sont aujourd'hui dans cette situation. Il manque tout simplement de courage pour passer à l'acte. Et contrairement à ce qu'on a toujours pensé, en parlant toujours du terrorisme ou des actes terroristes, il n'existe pas de violence aveugle, sauf dans le cas de l'endoctrinement des naïfs, parce que lorsqu'on pose un acte, il est généralement rationnel, même si on peut interroger la pertinence de la rationalité de l'acte. Lorsqu'un djihadiste met la bombe dans son ventre pour aller se faire exploser dans un marché, il a un objectif bien précis qu'il recherche. On peut interroger, j'insiste sur cela, on peut interroger la pertinence et la légitimité de la motivation. Mais toujours est-il qu'il a une motivation. Est-ce que vous êtes en train de faire l'apologie là au terrorisme? Il faut maintenant, vous savez, lorsqu'on veut résoudre un problème, on commence d'abord par le reconnaître, le facto-méthodologisme. Reconnaître le fait et trouver la méthode. Maintenant, si vous ne reconnaissez pas le fait, vous n'allez jamais trouver la méthode. C'est-à-dire que si vous voulez résoudre, par exemple, la question du djihadisme, il faut d'abord reconnaître le fait djihadiste, il faut reconnaître la motivation réelle. Or, si vous partez des motivations qui sont non fondées ou alors fabriquées, vous n'aurez jamais la bonne solution. Il faut savoir pourquoi est-ce qu'il a mis la bombe dans son ventre. Il faut maîtriser ces niveaux d'endoctrinement. Quel est son rapport, par exemple, avec Allah? Quel est son rapport avec son maître coranique? Quel est son rapport avec le leader qui dirige la secte, si on est dans le cadre
de la secte islamiste. Donc il faut interroger cela. C'est pourquoi il y a des chrysologues qui pensent tout cela et proposent des posologies à l'homme politique pour qu'il puisse apporter des solutions. La même chose avec la crise anglophone. Vous savez, si vous ne reconnaissez pas le fait, vous savez aussi, qui est à l'origine de cette crise, vous n'aurez jamais. Vous savez aussi que bien que vous définissez le terrorisme comme une forme de participation politique, c'est une forme qui est interdite. Je n'ai pas parlé de forme de participation. J'ai dit une forme de participation. Ce sont des moyens, j'ai dit tout simplement. Et quand c'est interdit, on ne peut pas en faire publiquement l'apologie. Joseph René, je vous en prie, permettez qu'il aille jusqu'au bout. Non, moi j'ai la parole. Moi j'ai des frissons d'entendre ça. Aristide Mono, vous avez la parole. J'ai des frissons d'entendre ça. Parce qu'en fait, le scientifique n'est pas là pour plaire. Le scientifique dit ce qui est. Lorsque un médecin doit vous examiner, il n'a pas honte de vous déshabiller. Il vous déshabille même si vous êtes président de la République. Il vous touche les parties les plus intimes si ces parties sont exposées à la menace. Donc il n'a pas à s'entourer ou de s'encombrer d'un certain nombre d'éthiques. Parce qu'il doit vous sauver, il doit utiliser votre corps, explorer votre corps de manière cynique. C'est pourquoi j'explore maintenant la question de cette justice populaire de manière cynique et de se poser la question de savoir pourquoi la guerre, pour revenir dans cet échange entre M. Einstein et Sigmund Freud. Mais il ne va non plus vous consulter dans la rue. Je vous en prie, je vais permettez qu'on aille jusqu'au qu'on comprenne c'est pas son point de vue. Non, là ça doit être revenons là ça doit être dynamique. Ça doit être dynamique là. Directement sur le point qui est. Voilà, c'est mieux comme ça. Non, c'est vous qui étiez en train de le perdre. Lorsque vous suivez, alors tout le monde vous a suivi. C'est écrit. Aristide, allez-y. Lorsque vous suivez une émission comme Priorité Santé, on ne s'encombre pas d'un bon nombre d'éthiques pour dire aux gens ce que signifie par exemple la sexualité. Alors pourquoi est-ce que monsieur Mboutou va définir mes sites d'expression de ce que je connais ou je crois savoir? Donc il n'a pas à me dicter une certaine ligne de conduite ou me donner me donner des lieux où je devrais normalement m'exprimer. Alors je dis ceci: pourquoi la guerre, pourquoi la justice populaire, pourquoi l'usage des moyens terroristes? C'est parce qu'à un moment donné, des gens estiment que c'est peut-être la seule alternative pour atteindre leurs objectifs. Et je pense que si on arrive à des situations comme celle du ministère de la Justice, c'est parce qu'il y a un niveau d'exaspération qu'il faut exposer. Du moment où ceux-là qui doivent normalement domestiquer ce type de situation brillent par un certain mutisme, brillent par un certain non-considération, du coup, on est obligé de les interpeller de manière publique. Le grand frère Edmond, il a parlé tout à l'heure du cas de Bouazizi. Bouazizi, c'est parti d'un élément aussi simple. L'élément en question était la frustration, c'est-à-dire un chômeur diplômé qui est dans la vente des légumes et qui se fait opprimer dans sa reconversion par défaut. Immédiatement, il mobilise le suicide pour essayer de se faire entendre. À ce moment, est-ce que je ne dois pas dire aux Camerounais que ce genre de suicide, c'est un suicide libérateur ou un suicide révolutionnaire, au risque peut-être de faire l'apologie du suicide? Il faut dire les choses telles qu'elles se présentent. Aujourd'hui, nous avons affaire à une certaine radicalisation assez poussée des Camerounais. On a vu une jeune dame gifler tout un sénateur. On ne va pas légitimer l'acte, mais il faut comprendre l'acte. Dire qu'en fait c'est une situation d'exaspération et qu'elle a estimé que la seule option qu'elle avait à faire, le seul instrument, était la claque. Sans toutefois légitimer, mais il faut le reconnaître du point de vue de la sociologie. Donc aujourd'hui, nous avons une montée en puissance de la radicalisation. À un moment donné, des gens ont voulu faire comprendre à l'opinion que les Camerounais constituaient un peuple de Dieu sous la protection de la Vierge Marie et qu'il n'y aurait jamais de guerre au Cameroun. Je me rappelle de ces discours à une certaine époque où on nous faisait comprendre que le Cameroun n'est pas la Côte d'Ivoire, le Cameroun n'est pas la Somalie, le Cameroun n'est pas le Soudan. Aujourd'hui, on se rend compte que cette relativisation d'une situation qui s'imposait déjà avec beaucoup d'acuité nous a coûté excessivement cher. Est-ce qu'on pouvait imaginer des Camerounais prendre, par exemple, des couteaux pour aller égorger les autres du côté de Fotokol?
c'est-à-dire en pleine prière de 4 heures, on entre dans des mosquées et on égorge sous le prétexte qu'on est en train de défendre un idéal de l'État islamiste qui était produit par Boko Haram. Est-ce qu'on imaginait avoir des images comme celle de l'assassinat de Madame Aya Faure? Est-ce qu'on s'imaginait dans ce genre de situation? Et tout simplement parce que des gens ont cru qu'il devait avoir des sites particuliers pour dénoncer ou alors tirer la sonnette d'alarme. Non, il faut le dire de manière publique. Le Cameroun est en train de courir le risque de radicalisation totale. La preuve en est qu'aller dans un marché, essayer de bousculer un plateau, immédiatement, c'est un acharnement. Essayer de piétiner quelqu'un dans un bus, c'est un acharnement. Ça signifie que des Camerounais sont en train d'accumuler des frustrations et aujourd'hui, ce qu'on a comme crise n'est que la décompression de ces frustrations accumulées. Il faut maintenant donc faire des efforts pour voir comment est-ce qu'on peut mettre sur pied des politiques de déradicalisation. Aujourd'hui, nous avons des voitures qui sont incendiées. Demain, on aura peut-être qu'un attentat de Sarajevo. Après, demain, on aura quelqu'un qui va peut-être prendre du piment et verser sur une personnalité, et ainsi de suite. Mais au-delà de cette frustration, Aristide Mono, d'aucuns estiment qu'il y a les Camerounais aussi sont responsables de leur situation parce qu'ils refusent de suivre les règles et procédures en la matière et peuvent choisir la voie de contournement, la voie de la corruption pour espérer avoir gain de cause dans le cadre des affaires judiciaires. Qu'est-ce que vous en pensez de cette approche d'analyse pour justifier cette situation? Il y a cette responsabilité des outsiders, c'est-à-dire ceux qui sont hors système, des Camerounais, des citoyens lambda, mais toujours est-il qu'il faut toujours revenir sur la responsabilité de l'État, même si certains me trouvent un peu plus attaché aux thèses de Rousseau et de Thomas Hobbes. Pourquoi est-ce que nous sommes dans un État? Pourquoi est-ce qu'on a créé le Léviathan? On a créé le Léviathan pour dépasser ces considérations purement personnelles. C'est-à-dire qu'au-dessus de nous, on a une entité, on a une structure qui discipline à partir de la pédagogie, c'est-à-dire l'éducation, il y a la dissuasion, il y a également la répression. Donc l'État qui organise, qui discipline des comportements au moment du moment où on a des individus qui peuvent dépasser l'État, ça signifie que l'État est dans une situation de différenciation, c'est-à-dire il perd ses fonctions originelles. Donc si on se retrouve avec des situations de justice populaire, c'est que l'État qui est responsable, garant de la justice, qui doit discipliner les uns et les autres à respecter, cet État est dans une situation de différenciation, c'est-à-dire de perte de fonctionnement de ses organes. Donc il faut dire aujourd'hui que oui, il y a la responsabilité des Camerounais qui de plus en plus ne prennent pas la mesure de leurs égarements, mais de l'autre côté, nous avons le Léviathan, celui à qui on a donné une partie de nos libertés, à qui on a donné des moyens pour qu'il puisse discipliner nos comportements, y compris par le recours de la répression. Donc aujourd'hui, est-ce que vous acceptez cette répression? Est-ce que vous acceptez cette répression au Cameroun? Pourquoi vous ne voyez que la répression? Il y a aussi non, mais j'ai posé la question. Permettez, messieurs, qu'on puisse évoluer. Il y a je ne peux pas vous les poser en retour. Ces frustrations observées dans les couloirs de la justice ont également été visibles durant les élections au Cameroun, Edmond Kamgia. Et dans cette perspective de prochaine échéance électorale, il y a ce front de l'opposition qui se forme avec 3 anciens candidats à l'élection présidentielle, des leaders politiques de l'UDC, de l'UMS et du MP également. On a vu Cabral Libi, Joshua aussi, Maurice Kamto, l'honorable, celle qui est devenue maire de Fumban aujourd'hui, l'honorable Patricia Thomas Nondamjoya, et d'autres leaders également présents pour annoncer la mise sur pied d'un secrétariat technique pour analyser une réforme consensuelle du code électoral. Comment appréciez-vous cette mobilisation des leaders de l'opposition sur cette question précise? Je pense que c'est une très bonne initiative. Nous l'attendions depuis très longtemps.
on se demande pourquoi c'est seulement maintenant que des leaders de l'opposition trouvent la nécessité de se réunir sur un thème mobilisateur comme la réforme du système électoral, comme la réforme du code électoral et tous les autres éléments qui rentrent dans le système électoral. J'ai dit c'est une très bonne initiative. Maintenant, il faudrait s'assurer que tous les acteurs qui se sont retrouvés donc à Yaoundé dans ce cadre-là sont des acteurs déterminés, engagés et sincères. Parce que dans le passé, il y a eu d'autres initiatives du même genre ou concernant d'autres questions, où des acteurs politiques de l'opposition se sont retrouvés, mais certains parmi eux se sont comportés comme, je dirais clairement, comme les gens peuvent l'accepter au quartier, comme des traîtres. C'est-à-dire que vous vous retrouvez, vous faites un communiqué, vous prenez des décisions, mais avant que cela ne soit rendu public, certains membres ont déjà appelé au niveau des instances du RDPC ou du pouvoir pour informer de ce qu'ils sont en train de tenir une réunion stratégique sur telle ou telle question. Et dans le cas d'espèce, c'est la réforme du système électoral. Je l'espère que tous les acteurs sont sincères, sont déterminés. Ils partagent la volonté commune, comme je l'ai lu sur le communiqué, de parvenir à des élections sincères, crédibles et transparentes. Ils ont mis sur pied, ils l'ont dit, un secrétariat technique qui va enregistrer toutes les propositions dans la perspective d'en faire une synthèse qui, je crois, sera discutée entre eux en vue d'avoir des éléments de synthèse consensuels pour pouvoir, le moment venu, l'opposer ou le proposer au peuple ou au pouvoir afin de rendre lisible et traçable la position de ce front de l'opposition par rapport au thème de la réforme consensuelle du système électoral. Mais je vais dire autre chose. En dehors des réserves que j'ai formulées tantôt sur la sincérité de certains membres, que je ne vais pas citer. Vous citez Monsieur Moutouzé, n'allez pas vous prêter de vos mots. Je ne vais pas les citer. On a tellement envie de savoir que... Parce qu'en réalité, je le dis d'expérience. Parce qu'il y a eu plusieurs regroupements dans le passé, il y a eu des coalitions, il y a eu des fronts, il y a eu le G7 et autres, mais on s'est rendu compte toujours qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché, parce que quelqu'un n'a pas joué franc jeu. Donc, en dehors de cette réserve que je vais formuler, j'espère qu'en cours de route, certains acteurs ne vont pas se dépiner, ou alors renoncer aux engagements qu'ils ont pris sous des prétextes fallacieux. Parce qu'il faut que les acteurs politiques sachent que les électeurs camerounais et même les non-électeurs, le citoyen camerounais tout simplement observe de manière méticuleuse les comportements politiques. Et c'est à cause des dérives ou des mauvais comportements de certains acteurs politiques que nous sommes parvenus dans une situation où on a très peu d'électeurs inscrits. Beaucoup se demandent que mais je veux m'inscrire, ça va servir à quoi? Quand je vois tel ou tel acteur se comporter de telle ou telle façon, tel ou tel acteur poser tel acte, prendre des engagements, à la fin se renoncer et se retrouver du côté où il n'aurait pas dû être. Ça ne rassure pas le citoyen camerounais, ça ne rassure pas les électeurs. Donc, je dis c'est une très bonne initiative. Maintenant, encourageons-les, mais il faudrait qu'ils associent, et ça c'est fondamental, les associations de la société civile qui sont partenaires du même processus électoral. Parce qu'il y a plusieurs associations, des ONG, qui estiment, qui partagent la philosophie, la volonté de la réforme consensuelle du système électoral. Et je dirais même plus, il y a eu des propositions de projets alternatifs de code électoral qui existent sur la base des synthèses des propositions formulées dans le passé par l'ensemble des formations politiques, par les associations de la société civile. Il faudrait que ces documents-là soient ramenés peut-être dans le secrétariat technique et qu'il y ait une mise à jour par rapport à ces propositions qui existent déjà afin d'avancer. Alors justement, Maître Roland Diouf, votre leader politique a participé à cette rencontre avec d'autres présidents nationaux de formation politique engagés dans cette perspective d'élaboration d'un code électoral consensuel.
concrètement, quels sont les objectifs et les stratégies mises en place? Donc, à la question des objectifs, je ne vais pas aller plus vite que la musique. Ces objectifs sont contenus dans le communiqué conjoint qui a été publié à l'attention de l'opinion publique nationale. Il s'agit de mettre sur pied, comme cela a été indiqué dans le communiqué, un organe technique qui est appelé secrétariat technique, qui est chargé de recueillir les propositions en vue de produire 2 documents qui vont être soumis le moment venu à l'attention de l'opinion publique encore une fois. C'est soit un code alternatif, soit un code révisé. De toutes les manières, il est question de travailler pour rendre concret l'idée d'un code électoral ou d'un système électoral réformé et consensuel. Il vous souviendra que, en ce qui concerne notre formation politique, le président élu, le professeur Maurice Kamto, avait lancé l'appel du 1er mars. Donc, en ce qui concerne notre formation politique, nous sommes constants dans cette logique qui consiste, avec les âmes et les acteurs de bonne volonté, à aboutir à une réforme consensuelle de notre système électoral. Et donc, la participation du professeur Maurice Kamto à cette initiative participe précisément de cette cohérence-là. Nous sommes, depuis beaucoup de temps déjà, engagés résolument à ce que notre scène politique puisse refléter les standards que nous méritons en tant que peuple. D'ailleurs, au regard de beaucoup d'instruments que nous avons ratifiés et que nous tardons encore à traduire concrètement dans notre vie politique, j'aimerais parler notamment de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance qui font de la transparence électorale un élément fondamental de la vie de nos nations et renvoie d'ailleurs le respect de la légalité électorale dans le contexte finalement de la stabilité et même pour aller plus loin de ce que la charte appelle les changements anticonstitutionnels de gouvernement quand vous lisez les articles 23 alinéas 4 et 5. Donc nous sommes cohérents dans cette logique-là et comme l'a rappelé M. Kamgia tout à l'heure, nous pouvons au moins en ce qui concerne notre formation politique attester de ce que nous sommes résolument et depuis longtemps engagés dans ce processus et dont notre participation n'y fera pas défaut. Parce que c'est un combat qui a conduit plein de camarades en prison, il faut le rappeler, il faut toujours le rappeler. Plusieurs de nos camarades sont en prison aujourd'hui pour avoir dénoncé le système électoral qui est de nature tel qu'il fonctionne à encourager, à rendre possible des changements anticonstitutionnels de gouvernement, pour reprendre la terminologie de la CADEC, que nous avons appelé les hold-up électoraux. Celui de 2018 n'était pas le premier du reste. Le SDF a connu un hold-up électoral dans les années 92 et la particularité des crises que génèrent les systèmes électoraux imparfaits, c'est les crises post-électorales qui s'ajoutent aux autres crises que notre pays traverse déjà. Le bateau Cameroun ne fait que prendre de l'eau. Donc si on peut réduire les poches de conflits, cela vaut mieux. Je me permets de faire un lien entre la question électorale et la question que nous avons abordée juste avant, c'est-à-dire celle de la justice. Pour revenir sur l'idée de perception, de la même manière que la justice se doit de refléter à l'opinion l'idée qu'elle est effectivement juste, pour encourager effectivement ceux-ci à lui faire confiance dans le cadre de ce que le docteur Monod a brillamment indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire dans le cadre d'un contrat social, la même chose doit être espérée du système électoral et peut-être même plus encore du système électoral parce qu'il s'agit là du mécanisme par lequel est dévolu l'exercice du pouvoir. Si on accepte, comme le souhaite souvent, l'a souhaité tout à l'heure M. Mboutouzi, si on accepte l'autorité, c'est-à-dire la contrainte légitime, pour utiliser un terme plus consacré, c'est précisément parce qu'on est d'accord sur le contrat social d'une part, et qu'on est d'accord sur les acteurs ou la légitimité des acteurs qui exercent la contrainte légitime. Lorsque c'est biaisé, le citoyen, et c'est tout à fait naturel puisqu'il est un animal social et politique et pas simplement un animal, il est en droit de se poser la question, pourquoi est-ce que je dois accepter la répression de quelqu'un qui n'est pas légitime? Donc pour que la contrainte légitime puisse s'imposer à la justice populaire, il faut que l'exercice de la contrainte légitime s'entoure le plus possible
de la légitimité. Et c'est pour ça que les mécanismes, les leviers de la légitimité, que sont notamment l'élection, je rappelle que c'est pour ça que nous parlons de code ou de système électoral consensuel. Il n'est pas question d'un code électoral de la majorité. J'ai cru lire un texte à peine digeste d'un acteur politique du RDPC qui est par ailleurs ministre et professeur de grammaire. Le professeur Jacques Famdongo, Qui secrétaire national à la communication du RDPC, qui a cru qu'on... il estime que cette rencontre des opposants et ce secrétariat technique, ce sont des non-événements, Oui. car les acteurs en question n'ont pas de poids politique et qu'ils ne sauraient faire prospérer leur proposition de réforme consensuelle du code électoral. Que répondez-vous? Cela participe de la dédifférenciation dont a parlé le docteur Monod tout à l'heure. Il se met dans une logique où il considère que l'État, c'est lui. Et précisément, quand on en arrive dans une société à considérer que les institutions se suffisent à elles-mêmes, c'est logique que ces institutions, finalement, se perçoivent par les citoyens comme déconnectées, dédifférenciées d'elles ou d'eux, des citoyens, de sorte qu'il ne parle finalement que pour lui-même. L'absence de connexion qui est souvent le fait d'un véritable contrat social fait que, en fait, ce cadre du RDP se fait la logomachie, c'est-à-dire qu'il parle beaucoup, mais en fait, il ne dit absolument rien. On est dans un contexte où il faut absolument que le corps social, je parle du corps social, se mette d'accord sur l'État. Tout simplement. C'est-à-dire, à quoi est-ce que l'État nous sert? Parce qu'on est de plus en plus enclin dans ce pays à se poser la question de savoir à quoi sert l'État. Si on est dans un État, si on délègue à une superstructure une partie de nos ressources, une partie de nos libertés et une partie de l'autorité, c'est pour que ce État en fasse quoi? Si, par exemple, les citoyens sont obligés de se débrouiller eux-mêmes, par exemple, pour faire face à la Covid-19, à travers notamment des initiatives citoyennes comme Survie Cameroun. À quoi nous sert l'État dans ce contexte-là? Quelle est la raison d'être de l'État? À quoi sert l'État si finalement la société peut se détricoter sous nos yeux et que pendant ce temps, des institutionnels, entre guillemets, nous expliquent que si les citoyens se parlent entre eux, c'est un non-événement. Qu'est-ce qui est donc un événement finalement pour cet État? Qu'est-ce qui peut être considéré comme un événement aux yeux de ces messieurs et dames qui sont supposés avoir reçu de ceux dont ils disent que leurs discussions ne sont que des non-événements mandats? Que vaut finalement ce mandat? Parce que le lien entre l'État et la société, pour éviter la dédifférenciation du docteur Monod, c'est la théorie du mandat et du mandat politique. C'est dans ce mandat politique qu'on tire sa légitimité. Et quand on a mal négocié ce mandat, ce contrat de mandat, notamment à travers des élections mal organisées, notamment à travers un rendu de la justice discutable, on ne peut que constater par la suite que la société perd la confiance qu'elle a en les institutions. Et les gens vous diront qu'ils ne voient pas à quoi ça leur sert d'aller en justice, comme ils vous diront qu'ils ne voient pas à quoi ça leur sert de s'inscrire sur les listes électorales. Je tenais à faire ce lien pour que nous voyions bien que nous sommes obligés de reconnaître à un moment donné dans ce pays qu'il faut s'arrêter et discuter dans le cadre le plus inclusif possible de notre société et de ses fonctions au service, parce que la seule raison pertinente d'un État, c'est le service précisément du citoyen. Autrement, l'État se sert lui-même et dans ce cas de figure, il ne sert pas la population, il est un monstre. Et pour reconstruire cette confiance des Camerounais au processus électoral, ces leaders politiques de l'opposition estiment qu'il faut revoir de manière consensuelle le système électoral et le code électoral avant les prochaines échéances au Cameroun. Joseph René, que pensez-vous de cette initiative des partis politiques de l'opposition, la mise en place d'un secrétariat technique pour recueillir toutes les propositions émanant des citoyens camerounais sur la question, l'épineuse question du code électoral? Oui, Cédric, je voudrais dire que moi je n'ai
peut pas apporter un jugement quelconque face à une décision des partis politiques qui, dans leur exercice de leur travail de parti politique, émettent des stratégies et autres pour pouvoir fonctionner. Voilà. Donc, ils sont libres de se mettre ensemble pour évoquer des sujets d'ordre divers. Mais on voit que cette liberté a failli être entravée durant la conférence de presse qui s'est tenue au siège de l'Union démocratique du Cameroun à Yaoundé, avec la présence des forces de l'ordre et autorités administratives qui finalement se sont résolues à les laisser poursuivre leur conférence. Bon, voilà. Toujours cette attitude. Non, c'est finalement la fin, ta chute qui m'intéresse. On les a laissés poursuivre. Parce que nous revenons toujours sur les mêmes problèmes de poser des préalables à toute forme de réunion ou d'organisation d'un événement politique. Bon, vous-même vous dites qu'on les a laissés. Bon, arrêtons-nous à ce niveau, sinon on va aller dans des polémiques inutiles puisqu'ils ont tenu leur réunion et les résolutions sont rendues publiques. Et c'est pour ça que nous en parlons aujourd'hui là. Bon, voilà, moi je disais que leur... Mais la simple présence d'une autorité administrative au siège d'un parti politique qui a le droit d'organiser des réunions en son sein, est-ce que cette présence visant à dissuader l'organisation de cette conférence de presse n'illustre pas d'une inquiétude du pouvoir de Yaoundé face à cette mobilisation de l'opposition? Non, honnêtement, Cédric, moi je n'étais pas là-bas. Je ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Ce qui m'intéresse, là maintenant, c'est de savoir qu'ils ont tenu leur réunion et nous avions les résolutions. Mais maintenant, les micmacs et les zigzags qu'il y a eu avant, moi je n'y étais pas, je ne suis pas informé. J'analyse le problème posé par cette réunion, qui est celui d'essayer d'obtenir un code électoral consensuel. Je voudrais qu'on s'attarde plus sur ça que sur les événements post-communiqués. Bon, voilà. Et lorsque je leur ai dit, j'ai dit, ces partis politiques sont libres de projeter la révision d'un code électoral, c'est de leur liberté. Mais maintenant, en rapport maintenant, d'abord avec le RDPC qui est mon parti, et en rapport avec le gouvernement camerounais, qui est un gouvernement qui est dirigé par le RDPC, étant entendu que c'est le RDPC qui contrôle à la fois le Parlement aujourd'hui et l'ensemble du gouvernement, parce que c'est un pouvoir RDPC actuellement. C'est ça qui est intéressant. Vous savez, on dit souvent qu'il y a plusieurs façons de perdre le temps. Soit on ne fait rien du tout, soit on fait mal, ou alors on fait à contre-temps. Bon, voilà. Je pense que ces questions sont des questions pour le RDPC et pour le gouvernement, qui sont des questions qui sont posées à contre-temps. Parce que nous sortons en 2020 d'une élection législative et municipale, en 2018 d'une élection présidentielle. Le peuple camerounais a voté le président de la République pour un septennat, 7 ans. Nous sommes simplement rendus à la 3e année. Et durant ce septennat, le peuple l'a voté, pas pour les beaux yeux du président Biya, mais pour le programme politique qui a été proposé par le président de la République. Mais d'où sort-il que pendant que nous sommes en train de mettre en œuvre ce programme politique, que nous parle des élections qui interviendront dans 4 ans minimalement. Voilà. Donc vraiment, si on commence à s'interroger, je voudrais dire qu'à s'arrêter sur ces questions-là, j'ai peur que nous soyons en train de faire à contre-temps pour le moment. Maintenant. Mais vous êtes sans ignorer que durant ces élections, il y a eu des contestations. Durant les contentieux électoraux, il est ressorti, vous avez parlé de l'élection présidentielle de 2018, élections législatives et municipales, l'année qui a quelques années plus tard. On a vu, durant les contentieux électoraux, pour ne rester que sur ces points-là, de nombreux points d'ombre dans le code électoral, dans le système électoral, qui ont été dénoncés par les partis et les acteurs politiques qui ont pris part à ces différentes élections. Il y a eu des recommandations à l'endroit du gouvernement pour réformer ce code électoral afin de réduire les risques de violence post-électorale. Pourquoi le gouvernement ne prend pas en compte ces recommandations, ces propositions qui sont faites
à la fois par ELECAM après la présidentielle de 2018 et par les partenaires internationaux du Cameroun et même les acteurs politiques locaux. Oui, c'est vrai qu'on ne se comprend peut-être pas. Je n'ai pas dit que la question de révision du code électoral est inutile. Je dis simplement qu'elle ne cadre pas avec le temps pour le moment. Parce que les prochaines élections, c'est dans 4 ans minimalement. Vous comprenez? Je n'ai pas dit que ce n'est pas un problème majeur. Ça reste un problème majeur, mais qui ne cadre pas avec le temps. Maintenant, le président de la République et le gouvernement du Cameroun est préoccupé par des défis majeurs qui sont notamment la Covid-19, notamment avoir une reprise forte de l'économie camerounaise. Voilà, c'est des problèmes majeurs parce que le rôle de l'État, c'est de donner le bien-être aux citoyens. Et avec la Covid, avec la récession économique, ce bien-être est menacé. Et le gouvernement de la République doit davantage, pour le moment, se pencher sur ces questions qui sont, pour ma part, primordiales aujourd'hui. Parce que commencer à parler d'élection alors que la prochaine élection, c'est éventuellement en 2025, je vois que nous sommes en train de vouloir faire les choses à contre-temps. Mais maintenant, comme nous avions une opposition oisive qui n'a rien à faire, elle est préoccupée les 4 ans là à parler des questions électorales, mais ils ne sont pas obligés d'entraîner le gouvernement là-dedans. Et ils n'ont pratiquement rien à faire. Qu'ils s'occupent le temps à le faire. Mais en occupant le temps pour le faire maintenant, il faut qu'ils, à chaque fois qu'ils résolvent les problématiques de rapport de force. Comment ils comptent le faire pour imposer cet agenda au gouvernement qui a mieux à faire aujourd'hui là? Ils ont quels moyens de rapport de force? Quand vous estimez que le professeur Jacques Famdongo vous parle beaucoup mais n'a rien dit, c'est ces problématiques qu'il pose. Maintenant, vous voulez détourner l'attention du gouvernement vers des choses essentielles sur lesquelles il doit être porté pour le bien-être des Camerounais. Pour commencer à parler d'un code électoral qui devrait normalement intervenir dans 4 ans, au moment où ELECAM, nous avions vu la circulaire de l'ELECAM, a commencé, lui, en tant qu'organe en charge des élections, à poser ce problème de révision du code électoral. Donc maintenant, qu'on laisse le choix à ELECAM de rendre sa copie. Et maintenant, si au terme des propositions que l'ELECAM va faire, les partis politiques ne sont pas satisfaits, ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils peuvent se réunir pour voir comment améliorer ça. Dans la mesure où ils sont dans un rapport de force qui ne leur est pas favorable. Quand un parti comme le MSC se joint à cette initiative qui n'a aucun élu, comment ils comptent par exemple procéder? Ils vont faire comment? Ils vont rédiger un code ils vont l'imposer de quelle manière? Ils vont faire comme d'habitude, essayer de procéder à de l'insurrection et tout ça pour pouvoir renverser le régime institué pour à la fin venir imposer ce code. Donc le rapport de force leur est totalement défavorable, mais tous les Camerounais veulent vraiment que, étant donné que ce code est contesté, veulent vraiment que les prochaines élections de 2025 et plus soient sûrement avec un code qui aura été toiletté, qui pourra minimalement donc faire le consensus global. Mais je dis pour le RDPC qui aujourd'hui est occupé à évaluer son potentiel. Moi je sors d'une mission du sommet politique RDPC. Et c'est ce sommet politique qui permet d'évaluer le réel potentiel d'un parti politique. Je voudrais, à titre d'exemple, vous dire que pour avoir un comité de base, il faut minimalement avoir 20 membres, minimalement, avoir 20 adhérents. Et lorsque nous savons qu'il y a des centaines de milliers de comités de base au Cameroun, vous pouvez vous imaginer, ne serait-ce qu'à travers cet indicateur, qu'il y a des millions de Camerounais qui croient à un idéal porté par le RDPC, un idéal porté par le président de la République. Ça, bien compris, Joseph René. Alors, la question, je vous l'adresse, Aristide Mono, le rapport de force
entre ces leaders politiques de l'opposition et le pouvoir sur la question de la révision consensuelle du système électoral. Comment y parvenir? Déjà, il faut rappeler à M. que ce n'est pas l'opposition qui introduit cela dans l'agenda politique national, c'est l'ECAM qui introduit cela. Alors si c'est inopportun, on dira tout simplement que la décision de l'ECAM est inopportune. Donc il faut que nous soyons un peu cohérents. Et il faut rappeler que si l'opposition se décide de rentrer dans le jeu, c'est parce qu'il y a des signaux qui ont été envoyés par l'ECAM. Là, je ne refuse pas. Hein. Et maintenant, il faut, pour ce qui est du rapport de force en politique, il faut dire que la politique ne se joue pas seulement dans des arènes institutionnelles. Il y a des rapports de force extra-parlementaires qui s'imposent, même dans des grandes démocraties. Tout ne se joue pas au niveau des congrès ou alors des parlements. Et on sait bel et bien que la plupart des réformes au Cameroun, depuis 1990, sont des réformes boostées à partir des actions extra-parlementaires, c'est-à-dire hors de l'hémicycle de Ngouaïkele. Et aujourd'hui, personne ne peut présumer que cela n'aboutira absolument à rien, étant donné que jusque-là, les petites réformes obtenues par l'opposition, ce sont des initiatives qui ont été menées, produites à partir des sites non parlementaires. Donc l'élément ou alors l'argument de la non-représentativité du MRC au Parlement est ma foi non avenu. Donc c'est mal posé au regard de ce que je venais de dire. Et surtout que notre Parlement ne constitue pas le site d'expression de rapports de force politique. Depuis 1990, la preuve en est qu'aucune proposition de loi, en dehors peut-être des initiatives qui portent sur le statut même du député, la revendication des indemnités et autres, il n'y a eu vraiment aucune proposition de loi venant de ce Parlement. Donc il est incongru de dire aujourd'hui que le Parlement constitue le site d'expression du rapport de force politique. Le rapport se produit ailleurs et le Parlement n'a qu'une seule chose à faire, c'est d'enregistrer ce qui aura été retenu par le gouvernement au terme de ce rapport de force. Maintenant, pour ce qui est de la sincérité des acteurs, je pense que la chance que nous aboutissions à un certain consensus est un peu élevée, la chance est un peu plus élevée parce qu'ici, il ne se pose pas vraiment une question de leadership parce qu'il n'y a rien à discuter sur ce plan, concrètement à ce qu'on a observé dans le choix des candidats uniques de l'opposition. Ici, il n'y a pas vraiment enjeu sur le choix d'un candidat unique. Nous parlons tout simplement, nous sommes dans une logique purement de coalition, de cause, qui interpelle une coalition d'action. Et la coalition de cause, là, et la cause en question, cette cause-là est partagée pratiquement par tous les acteurs. Et ils ont intérêt, sauf ceux qui sont de mauvaise foi ou alors qui sont dans des logiques de chauve-souris. Et aujourd'hui, on se pose bien la question de savoir pourquoi est-ce que le RDPC a peur de la petite opposition. Pourquoi un présumé Francis Ngannou aurait peur des propositions d'un Oga Lopititi sur les règles consensuelles par rapport à un combat en vue? Donc il faut se poser ces questions. Pourquoi est-ce que le RDPC a peur? Si vous êtes... Vous voyez la peur où? Non, en fait, la peur se lit déjà sur la promptitude de la sortie de votre secrétaire général qui, ma foi, n'a pas cette qualité de contester ou de donner un avis sur une question interne à l'opposition. Secrétaire national à la communication de l'RDPC. Oui, on se serait plutôt attendu. Lui parle de non-événement et du fait que ceux-là n'ont pas en fait, lorsque le de RDPC, politique. est-ce que vous avez déjà vu, est-ce que vous pouvez me produire un seul communiqué produit par l'opposition sur une rencontre ou une initiative du RDPC? Est-ce que vous avez déjà lu un communiqué, peut-être du SDF, au terme... En train de faire un sommier politique, ça nous sommes partisans d'un jeu politique conventionnellement tendu, excitant, comme on voit des classiques ailleurs. Il faut donc que le RDPC et le gouvernement acceptent, s'ils revendiquent ce statut de présumé Ngannou, qu'ils acceptent donc les propositions de Oga Lopititi, étant donné que cela va s'imposer à tous. Alors après vous, Edmond Kangia, pour terminer cette émission, lorsqu'il y a cette sortie du secrétaire national à la communication du RDPC, estimant que c'est un non-événement et que le rapport de force ne permettrait pas à ces leaders politiques dont le poids, dit-il, est très peu favorable
à une possibilité d'introduction de cette révision consensuelle du système électoral dans l'agenda prioritaire du gouvernement? Comment appréciez-vous cela? Est-ce que c'est vraiment de la peur, comme l'a indiqué Aristide Monod? La peur. Il faut y voir d'abord une technique, une manœuvre de distraction et de diversion, mais aussi une technique de découragement à l'endroit des acteurs politiques qui ont pris cette initiative. Il faut y voir également la peur par rapport au contexte politique présent. Et je vais l'expliquer. Et je vais m'expliquer pourquoi. Il est urgent de réformer le système électoral maintenant, pas dans 5 ans. C'est pas, on n'attend pas les élections dans 4 ans, en 2025, pour réformer le système électoral. Il y a plusieurs arguments qui militent en faveur de ce nettoyage du système électoral. Le Cameroun a des partenaires qui sont des pays amis, y compris des partenaires techniques multilatéraux, qui n'ont pas changé de position. Là, je vais citer un point important d'une résolution prise en 2019 par le Parlement européen, qui demande au gouvernement camerounais. Edmond l'internationaliste. Je vous en prie. Il prend tous les exemples. Je suis dans les faits. J'ai dit que la résolution du Parlement européen de 2019 n'a pas changé. En quoi ça concerne le Cameroun? Les pays partenaires du Cameroun, du Parlement européen. Je cite une disposition du Parlement européen Qui qui n'a pas changé. J'ai dit que les acteurs européens maintiennent cette position. C'est le problème maintenant. C'est le Vous ne problème. m'avez pas permis de rappeler ce point. C'est Quand vraiment vous le parlez, problème. je n'interviens pas, monsieur. Aide-moi à la parole. Oui. Vous faites aussi de la distraction. Qu'il essaie de nous ramener au Cameroun. Chaque fois, il est tout Permettez le qu'il temps. développe son point de vue comme vous l'avez fait tout à l'heure, je vous en prie. Aide-moi, allez-y. Je rappelle ce point précis qui n'a pas changé dans la résolution du Parlement européen. Recommande au gouvernement camerounais de faire en sorte que tous les acteurs politiques, y compris l'opposition, se concertent dans le cadre d'une réforme du système électoral avant toute élection. Ensuite, Avant tout, voilà le point du Parlement européen. Ça, c'est le premier point qui n'a pas changé. Il faut dire à ce Parlement européen. Je vous en prie, je vous en prie, je vous vais pas terminer. C'est le premier point. jusqu'au bout. Oui. C'est le Cameroun, Deuxième comme on point, veut. Edmond. Le deuxième point, c'est que il n'y aura pas forcément ou définitivement les élections seulement ou de manière définitive en 2025. On peut le faire avant. Vous savez pourquoi? Je prends une disposition de la Constitution. Une seule. Celle qui dit que en cas de démission, de décès ou d'empêchement du président de la République, une élection présidentielle peut être organisée. Il n'y aura ni décès ni démission. Permettez. Et on dit même que l'émission est finie. Mais permettez. Je vous en prie, Joseph René, respectez son point de vue. L'intérim de la présidence est assuré par le président du Sénat, dont le mandat est d'organiser les élections. Il n'y aura Il y pas a de 120 jours au maximum. Il n'y aura pas de décès, il n'y aura pas de démission. Alors vous êtes Dieu. Il n'y aura pas. Je suis dans une hypothèse. Et si dans cette hypothèse, elle est avérée, parce qu'il y a trois raisons possibles. Les élections peuvent être organisées avant 2025. Ça, c'est un seul exemple. Le président Pobia va vivre jusqu'en 2025 et il ne va pas démissionner. Personne n'a voulu et n'a prédit sa mort. Personne n'a prédit sa mort. Joseph René, oui, Edmond, vous terminez sur l'autre point? Oui. C'est pour dire que aujourd'hui, vu le contexte sociopolitique très tendu, l'urgence est davantage à la concertation de forces politiques. C'est recommandé par les pays amis du Cameroun, c'est recommandé par la communauté nationale, y compris internationale, pour que le Cameroun ne soit pas dans une autre crise, c'est-à-dire en dehors des guerres que nous connaissons, en dehors des crises que nous connaissons, que les crises post-électorales qui existent déjà, pour que ces crises qui ne se perpétuent plus, il faudrait que cette réforme du système électoral pose les bases d'une succession claire. C'est-à-dire, parce que nous sommes, il faut le dire, dans un contexte de guerre de succession. Et si cette succession se passe très mal, c'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas compte d'un système électoral crédible, transparent et clair, qui permette à chacun, que ce soit du RDPC ou d'un parti de l'opposition, de remporter les élections
nous allons rentrer dans un cycle de guerre. Cette fois-ci, ce sera la politique qui aura conduit à la guerre au Cameroun. Merci pour cette précision. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Joseph René Mboutouzé et Edmond Kamgia, d'avoir participé à ce débat. Je vous remercie également, messieurs, Roland Diou et Aristide Monod, d'avoir contribué à ces échanges. Mesdames, messieurs, merci de rester sur Equinox Télévision. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Depuis 16 ans, nous avons mis du cœur et toute notre expertise pour sélectionner la meilleure semoule de qualité premium et hors pair, 100% blé dur. Pour satisfaire vos appétits d'or, découvrez la Pasta Gold, le fruit de 16 années d'expertise avérée. La pasta